Bonjour et bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle lecture du Diable au corps de Raymond Radiguet. C'est un roman qui a été publié en 1923 aux éditions Bernard Grasset, qui a fait scandale en son temps. On se retrouve avec une histoire d'amour interdit entre un adolescent et une jeune femme mariée, donc une jeune femme majeure, dont le mari part à la guerre de 14-18. Je ne pense pas qu'il va y avoir de scènes explicites, mais la thématique est un petit peu glissante. Sinon, c'est également un roman qui est court, qui n'est pas chapitré, ce qui veut dire que je vais un peu tailler au moment le plus opportun qui me semblera. Donc j'espère que je ne vais pas vous laisser dans un suspense insoutenable. Je vous souhaite une très bonne écoute et à tout de suite pour le vlog lecture. Le Diable au corps, Raymond Radiguet, aux éditions Bernard Grasset, 1923. Je vais encourir bien des reproches, mais qui puis-je? Est-ce ma faute si j'eus 12 ans quelques mois avant la déclaration de la guerre? Sans doute, les troubles qui me vinrent de cette période extraordinaire furent d'une sorte qu'on n'éprouve jamais à cet âge. Mais comme il n'existe rien d'assez fort pour nous vieillir, malgré les apparences, c'est en enfant que je devais me conduire dans une aventure où déjà un homme eût éprouvé de l'embarras. Je ne suis pas le seul, et mes camarades garderont de cette époque un souvenir qui n'est pas celui de leurs aînés. Que ceux déjà qui m'en veulent se représentent ce que fut la guerre pour tant de très jeunes garçons. 4 ans de grandes vacances. Nous habitions au bord de la Marne. Mes parents condamnaient plutôt la camaraderie mixte. La sensualité, qui naît avec nous et se manifeste encore aveugle, y gagna au lieu de s'y perdre. Je n'ai jamais été un rêveur. Ce qui me semble rêve aux autres plus crédules me paraissait à moi aussi réel que le fromage au chat, malgré la cloche de verre. Pourtant, la cloche existe. La cloche se cassant, le chat en profite, même si ce sont ses maîtres qui la cassent et s'y coupent les mains. Jusqu'à 12 ans, je ne me vois aucune amourette, sauf pour une petite fille nommée Carmen, à qui je fis tenir, par un gamin plus jeune que moi, une lettre dans laquelle je lui exprimais mon amour. Je m'autorisais de cet amour pour solliciter un rendez-vous. Ma lettre lui avait été remise le matin, avant qu'elle se rendît en classe. J'avais distingué la seule fillette qui me ressembla, parce qu'elle était propre, et elle est à l'école accompagnée d'une petite, comme moi, de mon petit frère. Afin que ces 2 témoins se tussent, j'imaginais de les marier, en quelque sorte. À ma lettre, j'en joignis donc une de la part de mon frère, qui ne savait pas écrire, pour mademoiselle Fauvette. J'expliquai à mon frère mon entremise et notre chance de tomber juste sur 2 sœurs de nos âges et douées de noms de baptême aussi exceptionnels. J'eus la tristesse de voir que je ne m'étais pas mépris sur le bon genre de Carmen lorsque, après avoir déjeuné avec mes parents qui me gâtaient et ne me grondaient jamais, je rentrai en classe. À peine mes camarades à leur pupitre, moi en haut de la classe, accroupi pour prendre dans un placard, en ma qualité de premier, les volumes de la lecture à haute voix, le directeur entra. Les élèves se levèrent. Il tenait une lettre à la main. Mes jambes fléchirent, les volumes tombèrent et je les ramassai, tandis que le directeur s'entretenait avec le maître. Déjà, les élèves des premiers bancs se tournaient vers moi, écarlates, au fond de la classe, car ils entendaient chuchoter mon nom. Enfin, le directeur m'appela, et pour me punir finement, tout en éveillant, croyait-il, aucune mauvaise idée chez les élèves, me félicita d'avoir écrit une lettre de 12 lignes, sans aucune faute. Il me demanda si je l'avais bien écrite seule, puis il me pria de le suivre dans son bureau. Nous n'y allâmes point. Il me morigéna dans la cour sous l'averse, ce qui troubla fort mes notions de morale,
fut qu'il considérait comme aussi grave d'avoir compromis la jeune fille, dont les parents lui avaient communiqué ma déclaration, que d'avoir dérobé une feuille de papier à lettres. Il me menaça d'envoyer cette feuille chez moi. Je le suppliai de ne rien faire. Il céda, mais me dit qu'il conservait la lettre, et qu'à la première récidive, il ne pourrait plus cacher ma mauvaise conduite. Ce mélange d'effronterie et de timidité déroutait les miens et les trompait. Comme, à l'école, ma facilité, véritable paresse, me faisait prendre pour un bon élève. Je rentrai en classe. Le professeur ironique m'appela Don Juan. J'en fus extrêmement flattée, surtout de ce qu'il me cita le nom d'une œuvre que je connaissais et que ne connaissaient pas mes camarades. Son bonjour, Don Juan, et mon sourire entendu transformèrent la classe à mon égard. Peut-être avait-elle déjà su que j'avais chargé un enfant des petites classes de porter une lettre à une fille, comme disent les écoliers dans leur dur langage. Cet enfant s'appelait Messager. Je ne l'avais pas élu d'après son nom, mais quand même, ce nom m'avait inspiré confiance. À 1 heure, j'avais supplié le directeur de ne rien dire à mon père. À 4, je brûlais de lui raconter tout. Rien ne m'y obligeait. Je mettrais cet aveu sur le compte de la franchise, sachant que mon père ne se fâcherait pas. J'étais, somme toute, ravie qu'il connût ma prouesse. J'avouai donc, ajoutant avec orgueil que le directeur m'avait promis une discrétion absolue, comme à une grande personne. Mon père voulait savoir si je n'avais pas forgé de toutes pièces ce roman d'amour. Il vint chez le directeur. Au cours de cette visite, il parla incidemment de ce qu'il croyait être une farce. « Quoi » dit alors le directeur, surpris et très ennuyé. « Il vous a raconté cela. Il m'avait supplié de me taire, disant que vous le tueriez. » Ce mensonge du directeur l'excusait. Il contribua encore à mon ivresse d'homme. J'y gagnais séance tenante l'estime de mes camarades et des clignements d'yeux du maître. Le directeur cachait sa rancune. Le malheureux ignorait ce que je savais déjà. Mon père, choqué par sa conduite, avait décidé de me laisser finir mon année scolaire et de me reprendre. Nous étions alors au commencement de juin. Ma mère, ne voulant pas que cela influât sur mes prix, mes couronnes, se réservait de dire la chose après la distribution. Ce jour venu, grâce à une injustice du directeur qui craignait confusément les suites de son mensonge, seul de la classe, je reçus la couronne d'or que méritait aussi le prix d'excellence. Mauvais calcul. L'école y perdit ses 2 meilleurs élèves, car le père du prix d'excellence retira son fils. 2 élèves comme nous servaient d'appât pour en attirer d'autres. Ma mère me jugeait trop jeune pour aller à Henri IV. Dans son esprit, cela voulait dire pour prendre le train. Je restais 2 ans à la maison et je travaillais seule. Je me promettais des joies sans bornes, car, réussissant à faire en 4 heures le travail que ne fournissaient pas en 2 jours mes anciens condisciples, j'étais libre plus de la moitié du jour. Je me promenais seule au bord de la Marne, qui était tellement notre rivière que mes sœurs disaient, en parlant de la Seine, une Marne. J'allais même dans le bateau de mon père, malgré sa défense, mais je ne ramais pas. Et sans m'avouer que ma peur n'était pas celle de lui désobéir, mais la peur tout court. Je lisais, couché dans ce bateau. En 1913 et 1914, 200 livres y passent. Point ce que l'on nomme de mauvais livres, mais plutôt les meilleurs, sinon pour l'esprit, du moins pour le mérite. Aussi, bien plus tard, à l'âge où l'adolescent méprise les livres de la bibliothèque rose, je pris goût à leur charme enfantin, alors qu'à cette époque, je ne les aurais pas voulu lire pour rien au monde. Le désavantage de ces récréations alternant avec le travail était de transformer pour moi toute l'année en fausses vacances. Ainsi,
Mon travail de chaque jour était-il peu de chose. Mais comme, travaillant moins de temps que les autres, je travaillais en plus pendant leurs vacances, ce peu de chose était le bouchon de liège qu'un chat garde toute sa vie au bout de la queue, alors qu'il préférerait sans doute un mois de casserole. Les vraies vacances approchaient, et je m'en occupais fort peu, puisque c'était pour moi le même régime. Le chat regardait toujours le fromage sous la cloche, mais vint la guerre. Elle brisa la cloche. Les maîtres eurent d'autres chats à fouetter, et le chat se réjouit. À vrai dire, chacun se réjouissait en France. Les enfants, leurs livres de prix sous le bras, se pressaient devant les affiches. Les mauvais élèves profitaient du désarroi des familles. Nous allions chaque jour, après dîner, à la gare, à 2 kilomètres de chez nous, voir passer les trains militaires. Nous emportions des campanules et nous les lancions aux soldats. Des dames en blouse versaient du vin rouge dans les bidons et en répandaient des litres sur le quai, jonchés de fleurs. Tout cet ensemble me laisse un souvenir de feux d'artifice, et jamais autant de vin gaspillé, de fleurs mortes. Il fallut pavoiser les fenêtres de notre maison. Bientôt, nous n'allâmes plus à J. Mes frères et mes sœurs commençaient d'en vouloir à la guerre. Ils la trouvaient longue. Elle leur supprimait le bord de la mer. Habitués à se lever tard, il leur fallait acheter les journaux à 6 heures. Pauvre distraction. Mais, vers le 20 août, ces jeunes monstres reprennent espoir. Au lieu de quitter la table où les grandes personnes s'attardent, ils y restent pour entendre mon père parler de départ. Sans doute n'y aurait-il plus de moyens de transport. Il faudrait voyager, très loin, à bicyclette. Mes frères plaisantent ma petite sœur. Les roues de sa bicyclette ont à peine 40 centimètres de diamètre. On te laissera seule sur la route. Ma sœur sanglote. Mais quel entrain pour astiquer les machines. Plus de paresse. Il propose de réparer la mienne. Il se lève dès l'aube pour construire les nouvelles. Tandis que chacun s'étonne, je découvre enfin les mobiles de ce patriotisme. Un voyage à bicyclette, jusqu'à la mer, et une mer plus loin, plus jolie que d'habitude. Ils eussent brûlé Paris pour partir plus vite. Ce qui terrifiait l'Europe était devenu leur unique espoir. L'égoïsme des enfants est-il différent du nôtre ? L'été, à la campagne, nous maudissons la pluie qui tombe, et les cultivateurs la réclament. Il est rare qu'un cataclysme se produise sans phénomène avant-coureur. L'attentat autrichien, l'orage du procès Caillot répandait une atmosphère irrespirable, propice à l'extravagance. Aussi, mon vrai souvenir de guerre précède la guerre. Voici comment. Nous nous moquions, mes frères et moi, d'un de nos voisins, homme grotesque, nain à barbiche blanche et à capuchon, conseiller municipal, nommé Maréchaux. Tout le monde l'appelait le père Maréchaux. Bien que porte à porte, nous nous défendions de le saluer, ce dont il enrageait si fort qu'un jour, n'y tenant plus, il nous aborda sur la route et nous dit « Eh bien, on ne salue pas un conseiller municipal !» Nous nous sauvâmes. À partir de cette impertinence, les hostilités furent déclarées. Mais que pouvait contre nous un conseiller municipal ? En revenant de l'école et en y allant, mes frères tiraient sa sonnette, avec d'autant plus d'audace que le chien, qui pouvait avoir mon âge, n'était pas à craindre. La veille du 14 juillet 1914, en allant à la rencontre de mes frères, quelle ne fut pas ma surprise de voir un attroupement devant la grille des maréchaux. Quelques tilleuls élagués cachaient mal leur villa, au fond du jardin. Depuis 2 heures de l'après-midi, leur jeune bonne étant devenue folle, se réfugiait sur le toit et refusait de descendre. Déjà, les maréchaux, épouvantés par le scandale, avaient clos leur volet, si bien que le tragique de cette folle sur un toit s'augmentait de ce que la maison parut abandonnée. Des gens criaient, s'indignaient que ses maîtres ne fissent rien pour sauver cette malheureuse. Elle titubait sur les tuiles, sans d'ailleurs avoir l'air d'une ivrogne.
J'eusse voulu pouvoir rester là, toujours. Mais notre bonne, envoyée par ma mère, vint nous rappeler au travail. Sans cela, je serais privée de fête. Je partis, la mort dans l'âme, et priant Dieu que la bonne fût encore sur le toit, lorsque j'irai chercher mon père à la gare. Elle était à son poste, mais les rares passants revenaient de Paris, se dépêchaient pour rentrer dîner, et ne pas manquer le bal. Il ne lui accordait qu'une minute distraite. Du reste, jusqu'ici, pour la bonne, il ne s'agissait encore que de répétitions plus ou moins publiques. Elle devait débuter le soir, selon l'usage, les girandoles lumineuses, lui formant une véritable rampe. Il y avait à la fois celle de l'avenue et celle du jardin, car les maréchaux, malgré leur absence feinte, n'avaient osé se dispenser d'illuminer comme notable. Au fantastique de cette maison du crime, sur le toit de laquelle se promenait, comme sur un pont de navire pavoisé, une femme aux cheveux flottants, contribuait beaucoup la voix de cette femme. Inhumaine, gutturale, d'une douceur qui donnait la chair de poule. Les pompiers d'une petite commune étant des volontaires, ils s'occupent tout le jour d'autre chose que de pompes. C'est le laitier, le pâtissier, le serrurier, qui, leur travail fini, viendront éteindre l'incendie, s'il ne s'est pas éteint de lui-même. Dès la mobilisation, nos pompiers formèrent en outre une sorte de milice mystérieuse, faisant des patrouilles, des manœuvres et des rondes de nuit. Ces braves arrivèrent enfin et fendirent la foule. Une femme s'avança. C'était l'épouse d'un conseiller municipal, adversaire de maréchaux, et qui, depuis quelques semaines, s'apitoyait bruyamment sur la folle. Elle fit des recommandations au capitaine. « Essayez de la prendre par la douceur. Elle en est tellement privée, la pauvre petite, dans cette maison où on la bat. Surtout, si c'est la crainte d'être renvoyée, de se trouver sans place qui la fait agir. Dites-lui que je la prendrai chez moi. Je lui doublerai ses gages. » Cette charité bruyante produisit un effet médiocre sur la foule. La dame l'ennuyait. On ne pensait qu'à la capture. Les pompiers, au nombre de 6, escaladèrent la grille, cernèrent la maison, grimpant de tous les côtés. Mais à peine l'un d'eux apparut-il sur le toit que la foule, comme les enfants à guignol, se mit à vociférer, à prévenir la victime. « Taisez-vous donc !» criait la dame, ce qui excitait les « En voilà un ! En voilà un !» du public. À ces cris, la folle, s'armant de tuiles, en envoya une sur le casque du pompier parvenu au fait. Les 5 autres redescendirent aussitôt. Tandis que les tirs, les manèges, les baraques, place de la mairie se lamentaient de voir si peu de clientèle, une nuit où la recette devait être fructueuse, les plus hardis voyous escaladaient les murs et se pressaient sur la pelouse pour suivre la chasse. La folle disait des choses que j'ai oubliées, avec cette profonde mélancolie résignée que donne aux voix la certitude qu'on a raison, que tout le monde se trompe. Les voyous, qui préféraient ce spectacle à la foire, voulaient cependant combiner les plaisirs. Aussi, tremblant que la folle fût prise en leur absence, couraient-ils faire vite un tour de chevaux de bois. D'autres, plus sages, installés sur les branches des tilleuls, comme pour la revue de Vincennes, se contentaient d'allumer des feux de Bengale, des pétards. On imagine l'angoisse du couple maréchaux, chez soi, enfermé au milieu de ce bruit et de ces lueurs. Le conseiller municipal, époux de la dame charitable, grimpé sur un petit mur de la grille, improvisait un discours sur la couardise des propriétaires. On l'applaudit. Croyant que c'était elle qu'on applaudissait, la foule saluait, un paquet de tuiles sous chaque bras, car elle en jetait une à chaque fois que miroitait un casque. De sa voix inhumaine, elle remerciait qu'on l'eût enfin comprise. Je pensais à quelques filles, capitaine corsaire, restant seule sur son bateau qui sombre. La foule se dispersait, un peu lasse. J'avais voulu rester avec mon père, tandis que ma mère, pour assouvir ce besoin de mal au cœur qu'ont les enfants, conduisait les siens au manège en montagne russe. Certes, j'éprouvais cet étrange besoin plus vivement que mes frères.
J'aimais que mon cœur batte plus vite et irrégulièrement. Ce spectacle, d'une poésie profonde, me satisfaisait davantage. Comme tu es pâle, avait dit ma mère. Je trouvai le prétexte des feux de Bengale. Il me donnait, dis-je, une couleur verte. Je crains tout de même que cela l'impressionne trop, dit-elle à mon père. Oh, répondit-il, personne n'est plus insensible. Il peut regarder n'importe quoi, sauf un lapin qu'on écorche. Mon père disait cela pour que je restasse. Mais il savait que ce spectacle me bouleversait. Je sentais qu'il le bouleversait aussi. Je lui demandais de me prendre sur ses épaules pour mieux voir. En réalité, j'allais m'évanouir. Mes jambes ne me portaient plus. Maintenant, on ne comptait qu'une vingtaine de personnes. Nous entendîmes les clairons. C'était la retraite au flambeau. 100 torches éclairaient soudain la folle. Comme, après la lumière douce des rampes, le magnésium éclate pour photographier une nouvelle étoile. Alors, agitant ses mains en signe d'adieu, et croyant à la fin du monde ou simplement qu'on allait la prendre, elle se jeta du toit, brisa la marquise dans sa chute, avec un fracas épouvantable, pour venir s'aplatir sur les marches de pierre. Jusqu'ici, j'avais essayé de supporter tout, bien que mes oreilles tintassent et que le cœur me manquât. Mais quand j'entendis des gens crier « Elle vit encore !» je tombai, sans connaissance, des épaules de mon père. Revenu à moi, il m'entraîna au bord de la Marne. Nous y restâmes très tard, en silence, allongés dans l'herbe. Au retour, je crus voir derrière la grille une silhouette blanche. Le fantôme de la bonne ? C'était le père Maréchaux, en bonnet de coton, contemplant les dégâts. Sa marquise, ses tuiles, ses pelouses, ses massifs, ses marches couvertes de sang, son prestige détruit. Si j'insiste sur un tel épisode, c'est qu'il fait comprendre mieux que tout autre l'étrange période de la guerre, et combien, plus que le pittoresque, me frappait la poésie des choses. Nous entendîmes le canon. On se battait près de Meaux. On racontait que des Uhlans avaient été capturés près de Lagny, à 15 kilomètres de chez nous. Tandis que ma tante parlait d'une amie enfuie dès les premiers jours, après avoir enterré dans son jardin des pendules, des boîtes de sardines, je demandais à mon père le moyen d'emporter nos vieux livres. C'est ce qu'il me coûtait le plus de perdre. Enfin, au moment où nous nous apprêtions à la fuite, les journaux nous apprirent que c'était inutile. Mes sœurs, maintenant, allaient à la ville porter des paniers de poires aux blessés. Elles avaient découvert un dédommagement, médiocre il est vrai, à tous leurs beaux projets écroulés. Quand elles arrivaient à la ville, les paniers étaient presque vides. Je devais entrer au lycée Henri IV, mais mon père préféra me garder encore 1 an à la campagne. Ma seule distraction de ce morne hiver fut de courir chez notre marchande de journaux pour être sûre d'avoir un exemplaire du Mot, journal qui me plaisait et paraissait le samedi. Ce jour-là, je ne m'étais jamais levée tard. Mais le printemps arriva, qu'égayèrent mes premières incartades. Sous prétexte de quête, ce printemps, plusieurs fois, je me promenais, endimanchée, une jeune personne à ma droite. Je tenais le tronc, elle, la corbeille d'un cygne. Dès la seconde quête, des confrères m'apprirent à profiter de ces journées libres, où l'on me jetait dans les bras d'une petite fille. Dès lors, nous nous empressions de recueillir le matin le plus d'argent possible, remettions à midi notre récolte à la dame patronnesse et allions toute la journée polissonner sur les coteaux de Chenevière. Pour la première fois, j'eus un ami. J'aimais à quêter avec sa sœur. Pour la première fois, je m'entendais avec un garçon aussi précoce que moi, admirant même sa beauté, son effronterie. Notre mépris commun pour ceux de notre âge nous rapprochait encore. Nous seuls, nous jugions capables de comprendre les choses, et enfin, nous seuls, nous trouvions dignes des femmes. Nous nous croyions des hommes. Par chance,
nous n'allions pas être séparés. René allait au lycée Henri IV, et je serais dans sa classe, en troisième. Il ne devait pas apprendre le grec. Il me fit cet extrême sacrifice de convaincre ses parents de le lui laisser apprendre. Ainsi, nous serions toujours ensemble. Comme il n'avait pas fait sa première année, c'était s'obliger à des répétitions particulières. Les parents de René n'y comprirent rien, qui, l'année précédente, devant ses supplications, avait consenti à ce qu'il n'étudiât pas le grec. Ils y virent l'effet de ma bonne influence, et s'ils supportaient ses autres camarades, j'étais, du moins, le seul ami qu'ils approuvassent. Pour la première fois, nul jour des vacances de cette année ne me fut pesant. Je connus donc que personne n'échappe à son âge, et que mon dangereux mépris s'était fondu comme glace dès que quelqu'un avait bien voulu prendre garde à moi, de la façon qui me convenait. Nos communes avances raccourcirent de moitié la route que l'orgueil de chacun de nous avait à faire. Le jour de la rentrée des classes, René me fut un guide précieux. Avec lui, tout me devenait plaisir, et moi, qui seul ne pouvais avancer d'un pas, j'aimais faire à pied, 2 fois par jour, le trajet qui sépare Henri IV de la gare de la Bastille, où nous prenions notre train. 3 ans passèrent ainsi, sans autre amitié et sans autre espoir que les polissonneries du jeudi, avec les petites filles que les parents de mon ami nous fournissaient innocemment, invitant ensemble à goûter les amis de leurs fils et les amies de leurs filles. Menue faveur que nous dérobions et qu'elles nous dérobaient, sous prétexte de jeux à gages. La belle saison venue, mon père aimait à nous emmener, mes frères et moi, dans de longues promenades. Un de nos buts favoris était Ormesson, et de suivre le Morbras, rivière large d'1 mètre, traversant des prairies où poussent des fleurs qu'on ne rencontre nulle part ailleurs, et dont j'ai oublié le nom. Des touffes de cresson ou de menthe cachent aux pieds qui se hasardent l'endroit où commence l'eau. La rivière charrie au printemps des milliers de pétales blancs et roses. Ce sont les aubépines. Un dimanche d'avril 1917, comme cela nous arrivait souvent, nous prîmes le train pour la Varenne, d'où nous devions nous rendre à pied à Ormesson. Mon père me dit que nous retrouverions à la Varenne des gens agréables, les Grangier. Je les connaissais, pour avoir vu le nom de leur fille, Marthe, dans le catalogue d'une exposition de peinture. Un jour, j'avais entendu mes parents parler de la visite d'un monsieur Grangier. Il était venu, avec un carton empli des œuvres de sa fille, âgée de 18 ans. Marthe était malade. Son père aurait voulu lui faire une surprise, que ses aquarelles figurassent dans une exposition de charité dont ma mère était présidente. Ces aquarelles étaient sans nulle recherche. On y sentait la bonne élève de cours de dessin, tirant la langue, léchant les pinceaux. Sur le quai de la gare de la Varenne, les Grangier nous attendaient. Monsieur et madame Grangier devaient être du même âge, approchant de la 50aine. Mais madame Grangier paraissait l'aînée de son mari. Son inélégance, sa taille courte, firent qu'elle me déplut, au premier coup d'œil. Au cours de cette promenade, je devais remarquer qu'elle fronçait souvent les sourcils, ce qui couvrait son front de rides auquel il fallut 1 minute pour disparaître. Afin qu'elle eût tous les motifs de me déplaire, sans que je me reprochasse d'être injuste, je souhaitais qu'elle employât des façons de parler assez communes. Sur ce point, elle me déçut. Le père, lui, avait l'air d'un brave homme, ancien sous-officier, adoré de ses soldats. Mais où était Marthe ? Je tremblais à la perspective d'une promenade sans autre compagnie que celle de ses parents. Elle devait venir par le prochain train. « Dans 1 quart d'heure, » expliqua madame Grangier, n'ayant pu être prête à temps. Son frère arriverait avec elle. Quand le train entra en gare, Marthe était debout sur le marchepied du wagon. « Attends bien que le train s'arrête !» lui cria sa mère. Cette imprudente me charma. Sa robe, son chapeau, très simple,
prouvait son peu d'estime pour l'opinion des inconnus. Elle donnait la main à un petit garçon qui paraissait avoir 11 ans. C'était son frère, enfant pâle, aux cheveux d'albinos, et dont tous les gestes trahissaient la maladie. Sur la route, Marthe et moi marchions en tête. Mon père marchait derrière, entre les grangiers. Mes frères, eux, bâillaient, avec ce nouveau petit camarade chétif à qui l'on défendait de courir. Comme je complimentais Marthe sur ses aquarelles, elle me répondit modestement que c'était des études. Elle n'y attachait aucune importance. Elle me montrerait mieux. Des fleurs stylisées. Je jugeais bon, pour la première fois, de ne pas lui dire que je trouvais ces sortes de fleurs ridicules. Sous son chapeau, elle ne pouvait bien me voir. Moi, je l'observais. Vous ressemblez peu à madame votre mère, lui dis-je. C'était un madrigal. On me le dit quelquefois, mais quand vous viendrez à la maison, je vous montrerai des photographies de maman, lorsqu'elle était jeune. Je lui ressemble beaucoup. Je fus attristée de cette réponse, et je priai Dieu de ne point voir Marthe quand elle aurait atteint l'âge de sa mère. Voulant dissiper le malaise de cette réponse pénible, et ne comprenant pas que, pénible, elle ne pouvait l'être que pour moi, puisqu'heureusement, Marthe ne voyait point sa mère avec mes yeux. Je lui dis « Vous avez tort de vous coiffer de la sorte. Les cheveux lisses vous iraient mieux. » Je restai terrifiée, n'ayant jamais dit pareille chose à une femme. Je pensais à la façon dont j'étais coiffée, moi. « Vous pourrez le demander à maman, » comme si elle avait besoin de se justifier. D'habitude, je ne me coiffe pas si mal, mais j'étais déjà en retard et je craignais de manquer le second train. D'ailleurs, je n'avais pas l'intention d'ôter mon chapeau. Quelle fille était-ce donc, pensai-je, pour admettre qu'un gamin la querelle à propos de ses mèches. J'essayais de deviner ses goûts en littérature. Je fus heureux qu'elle connût Baudelaire et Verlaine, charmé de la façon dont elle aimait Baudelaire, qui n'était pourtant pas la mienne. J'y discernais une révolte. Ses parents avaient fini par admettre ses goûts. Marthe leur en voulait, que ce fût par tendresse. Son fiancé, dans ses lettres, lui parlait de ce qu'il lisait, et s'il lui conseillait certains livres, il lui en défendait d'autres. Il lui avait défendu les fleurs du mal. Désagréablement surpris d'apprendre qu'elle était fiancée, je me réjouis de savoir qu'elle désobéissait à un soldat assez nigaud pour craindre Baudelaire. Je fus heureux de sentir qu'il devait souvent choquer Marthe. Après la première surprise désagréable, je me félicitais de son étroitesse, d'autant mieux que j'eusse craint, s'il avait lui aussi goûté les fleurs du mal, que leur futur appartement ressemblât à celui de la mort des amants. Je me demandais ensuite ce que cela pouvait bien me faire. Son fiancé lui avait aussi défendu les académies de dessin. Moi qui n'y allais jamais, je lui proposai de l'y conduire, ajoutant que j'y travaillais souvent. Mais, craignant ensuite que mon mensonge fût découvert, je la priai de n'en point parler à mon père. Il ignorait, dis-je, que je manquais des cours de gymnastique pour me rendre à la grande chaumière, car je ne voulais pas qu'elle pût se figurer que je cachais l'académie à mes parents, parce qu'ils me défendaient de voir des femmes nues. J'étais heureux qu'il se fît un secret entre nous, et moi, timide, me sentais déjà tyrannique avec elle. J'étais fière aussi d'être préférée à la campagne, car nous n'avions pas encore fait allusion au décor de notre promenade. Quelquefois, ses parents l'appelaient. « Regarde, Marthe, à ta droite, comme les coteaux de Chenevière sont jolis. » Ou bien son frère s'approchait d'elle et lui demandait le nom d'une fleur qu'il venait de cueillir. Elle leur accordait d'attention distraite juste assez pour qu'ils ne se fâchassent point. Nous nous assîmes dans les prairies d'Ormesson. Dans ma candeur, je regrettais d'avoir été si loin et d'avoir tellement précipité les choses. Après une conversation moins sentimentale, plus naturelle, pensai-je, je pourrais éblouir Marthe et m'attirer la bienveillance de ses parents en racontant le passé de ce village. Je m'en abstins.
Je croyais avoir des raisons profondes et pensais qu'après tout ce qui s'était passé, une conversation tellement en dehors de nos inquiétudes communes ne pourrait que rompre le charme. Je croyais qu'il s'était passé des choses graves. C'était d'ailleurs vrai, simplement, je le sus dans la suite, parce que Marthe avait faussé notre conversation dans le même sens que moi. Mais moi, qui ne pouvais m'en rendre compte, je me figurais lui avoir adressé des paroles significatives. Je croyais avoir déclaré mon amour à une personne insensible. J'oubliais que monsieur et madame Granger eussent pu entendre sans le moindre inconvénient tout ce que j'avais dit à leur fille. Mais moi, aurais-je pu le lui dire en leur présence? Marthe ne m'intimide pas, me répétai-je. Donc seuls ses parents et mon père m'empêchent de me pencher sur son cou et de l'embrasser. Profondément en moi, un autre garçon se félicitait de ce trouble fait. Celui-ci pensait: quelle chance que je ne me trouve pas seule avec elle, car je n'oserais pas davantage l'embrasser et n'aurais aucune excuse. Ainsi triche le timide. Nous reprenions le train à la gare de Sucy. Ayant une bonne demi-heure à l'attendre, nous nous assîmes à la terrasse d'un café. Je dus subir les compliments de madame Granger. Il m'humiliait. Il rappelait à sa fille que je n'étais encore qu'un lycéen qui passerait son baccalauréat dans un an. Marthe voulut boire de la grenadine. J'en commandai aussi. Le matin encore, je me serais crue déshonorée en buvant de la grenadine. Mon père n'y comprenait rien. Il me laissait toujours servir des apéritifs. Je tremblais qu'il me plaisantât sur ma sagesse. Il le fit, mais à mots couverts, de façon que Marthe ne devina pas que je buvais de la grenadine pour faire comme elle. Arrivés à la ville, nous dîmes adieu au Granger. Je promis à Marthe de lui porter, le jeudi suivant, la collection du journal Le Mot et Une saison en enfer. Encore un titre qui plairait à mon fiancé? Elle riait. Voyons, Marthe, dit, fronçant les sourcils, sa mère, qu'un tel manque de soumission choquait toujours. Mon père et mes frères s'étaient ennuyés. Qu'importe, le bonheur est égoïste. Bonjour et bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain et à ce premier vlog lecture sur Le diable au corps de Raymond Radiguet. Donc c'est un auteur que je n'ai jamais lu, je crois que c'est son deuxième roman, il n'en a écrit que 2 parce qu'il est mort très jeune. Et donc je connaissais pas du tout, j'ai jamais vu d'adaptation cinématographique ou théâtrale de lui. Et oui tiens en fait nous sommes dans mon bureau. Je vous fais un tour, donc ça c'est mon tout nouveau micro. Avec un bras. C'est un bureau, chambre d'amis, lingerie, bordel. Là, nous avons une grande armoire. La porte qui est là, c'est la porte du bureau de mon compagnon où je filmais d'habitude. Donc là, c'est le mur qu'on voyait là. Là, c'était les chiens de quand j'étais petite. Donc, ils sont plus là. Nous avons une banquette lit derrière. Ça va. Une porte-fenêtre et j'ai un petit meuble sur le côté. L'aspirateur, je ne l'ai pas rangé. Je vous ai dit que c'était le bordel, hein. Et une petite calex. Voilà. Mais je vais... Bon, normalement, l'aspirateur n'est pas là et j'ai un petit peu de bordel encore parce que je suis en train d'aménager le bureau et je vais décorer un peu le mur du fond parce que ça fait un grand mur blanc. Et en fait, ça se voit pas, mais ici, j'ai un peu plus de peinture. Bref, on s'en fiche. Et sinon, j'ai pas rangé mon linge derrière. C'est pour ça que j'ai recouvert d'un... j'ai même pas plié mon linge. Il est en tas sous le drap que j'ai déposé tout en longueur. Vu que pour le moment, je n'ai plus de petits chats. Ça va bientôt venir. Donc, je peux laisser les trucs en bordel. On s'en fout. Donc, on revient au diable au corps de Raymond Radiguet.
Bah, je le trouve assez intéressant, ce personnage principal. Je sais pas s'il a un prénom, j'ai pas retenu. Et donc Marthe, j'imagine que c'est la jeune femme qui va devenir sa maîtresse, parce qu'il me semble bien que c'est ça. Donc on est... j'ai le souvenir, moi, par rapport à la Première Guerre mondiale, que pour les enfants qui étaient scolarisés, donc pas pour ceux qui étaient déjà mobilisés, etc., mais plus pour les enfants, les adolescents, ils ont vécu ça quand même pas mal comme des grandes vacances. Ça dépend après, j'imagine dans quel secteur ils vivaient, parce que Verdun et compagnie, ça devait pas être trop ça. Mais je pense que dans les zones où, enfin de mémoire, hein, dans les zones où la guerre n'était pas trop présente, c'était plutôt cool. Enfin moi c'est le souvenir que j'en ai. Peut-être que j'avais dû voir ça dans Un long dimanche de fiançailles, peut-être bien. Non, c'est après. Oh, je sais plus. Bref, je trouve que c'est un personnage qui est quand même vachement sûr de lui. Je dirais même un peu imbu de lui-même quand même. Il est... On sent que c'est quelqu'un d'intelligent. Je me demande si c'est pas un petit peu l'auteur. Je sais pas, je suis pas sûre. C'est une supposition que je fais. Parce que visiblement c'est un auteur qui... Enfin Raymond Radiguet c'est un auteur qui a quand même fait sensation quand il a commencé à être publié, qui a fait scandale surtout. C'est un ami de Cocteau qui a été aidé par Cocteau. Je suis pas sûre que c'est un amant de Cocteau, je ne sais plus. Ah oui, donc moi maintenant j'ai une chaise qui tourne, donc je vais pas arrêter de faire ça. Je m'excuse. Euh, j'aime bien, j'aime bien. On sent que c'est quand même un... Enfin, j'ai l'impression, moi, c'est quelqu'un de lettré quand même. À la fois l'auteur et le personnage principal qui raconte son histoire. Et j'aime bien que ce soit en jeu, justement. Euh, j'ai le nez qui me gratte. J'aime bien que ce soit en jeu. J'aime bien qu'il y ait des références littéraires aussi. C'est... Ouais, c'est assez intriguant. Bon, après, c'est assez introductif aussi pour le moment, et donc je peux pas en dire beaucoup plus pour le moment. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Il y en a un que j'aimerais bien lire aussi, c'était L'amant de Lady Chatterley. Parce que j'ai vu l'adaptation sur Netflix, elle est pas mal, avec, je sais plus comment il s'appelle, le mec qui jouait Cook dans Skins. Je vous mettrai le lien de l'affiche. On était sur autre chose de... Je vous dis vite fait. L'amant de Lady Chatterley, je pense que ça se déroule juste après la Première Guerre mondiale. En gros, Lady Chatterley, c'est une américaine, si je me souviens bien, qui épouse un lord anglais, juste la veille de son départ à la guerre. Donc, elle l'épouse, ils ont la nuit de noces, ils font l'amour, c'est très charnel. Elle, c'est une américaine, elle est beaucoup à faire la fête. Lui, c'était assez festif aussi. Il est sûr de revenir en bon état, etc. Sauf que pas de bol, il s'est pris une balle et il revient paralysé. Donc il est paralysé, il est en fauteuil roulant, il est dépendant et bah, il peut plus faire l'amour. Parce qu'à l'époque, je pense qu'il n'y avait il y avait pas de solution pour faire lever le petit soldat. Et si vous voulez, je peux vous le dire assez rapidement, parce que ça se déroule assez rapidement. Euh, la jeune femme, en fait, bah, elle accuse un peu le coup. Lui, il va pas bien non plus sur le plan psychologique, ce qui s'entend complètement. Et en fait, il l'épuise rapidement parce il ne veut d'aide de personne en dehors de sa femme. Sauf que c'est une petite femme toute menue. Lui, c'est un grand gaillard qui doit faire 80 kilos. Et pour aller le mettre dans la baignoire et compagnie, ben, quand en face la petite bonne femme a fait 50 kilos, c'est pas facile. Donc elle s'épuise très vite. C'est je crois la sœur, je crois que c'est sa sœur à elle qui va la défendre. Et à un moment en fait, vu que c'est un lord et qu'il a le titre, les terres, peut-être Patala, la pairie à transmettre, il lui faut un gosse, il lui faut un héritier. Comme lui il peut plus en faire, c'est même pas qu'il autorise sa femme à prendre un amant et à faire un enfant ailleurs, c'est qu'il lui dit
il leur donne pas non plus, hein, mais c'est il me faut un gosse, donc tu vas en faire un ailleurs, je veux pas savoir qui c'est le père. Ça sera mon enfant. Donc elle accuse de coup. Puis bah évidemment, elle est. J'ai pas envie qu'on tape sur ce personnage de féminin parce qu'elle est. Elle va tomber amoureuse. Elle va pas forcément chercher un amant. Mais disons que son mari la traite pas forcément très bien parce que lui-même ne va pas forcément très bien. Et elle est pas heureuse, enfin elle va pas bien quoi. Et elle finit par trouver quelqu'un d'autre, c'est le garde de chasse. Elle se sert plus ou moins de lui au début, ils finissent par tomber amoureux, c'est assez conflictuel et compagnie, c'est un peu le bordel assez rapidement. Puis évidemment que cette situation elle est pourrie, donc ça finit par leur péter à la tronche. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une histoire qui était hyper moderne. Mais c'est même une histoire qu'on pourrait écrire de nos jours, hein, sur... enfin, de nos jours, il y a des solutions pour des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Il y a des solutions, mais de nos jours, il y a des solutions pour les gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Mais franchement, c'est une super histoire que je vous invite au moins à regarder le film sur Netflix. Mais il a dû être adapté en pas mal de trucs, hein. C'est assez courant. Et je crois qu'il a été censuré ce bouquin. J'en avais parlé un petit peu dans une... J'avais fait une vidéo sur les livres qui ont fait scandale que j'avais envie de lire. Donc voilà. Celui-là, un de ces quatre. Peut-être ici, peut-être pour moi, et je vous en ferai un retour derrière. Mais bref, le Diable au corps, ça me dit bien, ma foi. Et là, en plus, on a le côté... moi, il me semble bien que le narrateur va finir avec Marthe. Et il me semble bien qu'il sera mineur et elle majeure et mariée. Vous voyez, situation un peu pourrie. À voir. À voir ce que ça va donner. Je peux pas vous dire beaucoup plus. Si vous voulez savoir, on est à... On est déjà à 19%. Donc je peux vraiment vous affirmer que ça va être fini dans un mois. Ça va se faire en 5 fois, peut-être même que 4, que même en 4 dimanches, si j'accélère un peu ou si je fais des vidéos qui sont un peu plus longues. Ça dépendra aussi de ce que je lirai en termes de compte. Parce que des fois, ça va être un peu conséquent. Je vous souhaite un très bon dimanche. Passez une excellente journée. Lisez, écrivez, passez du temps avec vos proches. Et rêvez tout plein. Salut!